Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, on va parler anniversaire. On va surtout parler beaucoup jeux de tir, vous allez voir, avec un petit retour, celui de l'ami Loïc. Comment ça va, Loïc? Râler Marion, maintenant, on dit. Oui, tout à fait. T'as vu, je l'ai bien dit. Petite évolution, type Pokémon. Non, mais ça va très bien, content d'être là, ça faisait longtemps. Ben ouais, puis on va parler d'un tout petit sujet que tu connais pas du tout en plus. Hein. Non, pas du tout. C'est bien. Inconnu au bataillon. Un jeu qui fête ses 10 ans, et avec toi, je ne pouvais évidemment pas me passer de lui, parce que sinon, il m'aurait engueulé toute la journée, et sur plusieurs semaines. Comment ça va, Sylvain? Écoute, mon cher ça va collègue. très bien. Je suis très heureux aussi de retrouver et puis du coup Voilà, de l'époque pour les amis. jeux.com, ah là là, quelle époque. Voilà, et avec ces deux messieurs, nous allons parler de Destiny, évidemment, les deux grands spécialistes de Destiny, et aussi Bastien qui est derrière à la réalisation. On va lui dire aussi que c'est un grand fan de Destiny. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui suis pas très calé. Tu es en minorité. Je suis en minorité. Mais bon, voilà, ce sera une de nos actus de la semaine, et on attaque tout de suite avec l'actu à chaud. Bon, allez, pour se mettre en jambe, messieurs, nous allons parler d'un autre sujet qui dézingue un peu, quand même. Petite mise en route. On va parler de Helldivers 2, qui a été le gros carton de ce début d'année et qui là connaît un petit coup de moins bien. On avait parlé d'Helldivers 2 parce que c'était 12 millions de jeux vendus en 3 mois. C'était le plus gros lancement PlayStation. Donc là, on voyait déjà le gros carton se profiler à l'horizon. Et ben, les derniers chiffres qu'a publié Eurogamer sont un petit peu moins sympathiques. Le jeu qui culminait à 500 000 joueurs en simultané, et ben, on voit, alors pour ceux qui ont l'image, on voit la petite courbe qui descend, c'était monté jusqu'à 458 709 joueurs en simultané sur Steam. Et là, aujourd'hui, eh ben, on est plutôt autour des 80 000, alors que le jeu a 3 mois. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette idée? Comment ça se fait? Comment ça peut arriver, ça, Loïc? Je vais fanfaronner 2 secondes, mais lorsque le jeu est sorti et a commencé à tout de suite à pulvériser des records, à être vraiment le sujet de conversation un peu partout sur Internet, j'ai vu plein de gens dans la communauté Destiny, c'est pour ça que je te demande. aller sur le jeu, et certains qui critiquaient à l'époque, en tout cas Destiny, dire voilà, ça y est, le nouveau Destiny Killer, il est là, machin, on va tous partir là-dessus, blabla. Et effectivement, le jeu au début cartonnait, c'était super bien, mais moi j'étais plutôt en train de leur dire, les gars, des Destiny Killer, on en a vu passer un paquet, des shooters multi-coopératifs comme ça bien pensants, on en a vu un paquet. Il faudra voir sur le temps long si les développeurs ont prévu ce qu'il faut, ils arrivent à être imaginatifs, mine de rien. Être imaginatif comme ça, sur même ne serait-ce que 5-6 mois, c'est déjà un travail relativement conséquent. Donc oui, les débuts, c'est les noces, tout le monde est content, mais attendons, au début, soyons pas trop non plus enthousiastes. Et en fait, voilà, c'est ce qui se passe. C'est que la formule, elle était incroyable au début, et moi, je suis hyper fan de leur façon de communiquer sur les réseaux sociaux, l'espèce de roleplay qu'ils ont lorsqu'ils s'adressent à leurs joueurs, c'est incroyable. Sauf qu'à un moment, la formule, aussi cool et sympathique soit-elle, elle a quand même des limites où on finit par refaire un peu la même chose, et sans avoir... typiquement dans un jeu comme Destiny, le côté loot, le côté tout ce qui est le lore aussi, le lore, la partie, toute la partie les raids, etc., qui font aussi partie de l'expérience Destiny. L'expérience Helldivers est un peu moins riche du coup. Donc ouais, au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Et il y a 2 mois, j'avais plein de potes qui me disaient viens jouer avec nous, et j'ai jamais eu, parce que pas le temps, nouveau travail, nouveau machin, etc. Mariage organisé également, j'ai pas eu le temps. Et là, ils sont en train de me dire ouais non, ça sert à rien, laisse tomber, on revient sur tel ou tel jeu, machin. Sur Destiny au hasard. Pour certains en tout cas, ouais, mais voilà, c'est juste l'histoire classique d'un jeu qui est très bien, mais qui tous les jeux ne sont pas nécessairement pensés pour réussir comme ça sur le temps long. On en parlera tout à l'heure, mais un cas comme Destiny, c'est assez unique quand même, quoi. On en parlait. Sylvain, est-ce que tu penses que qu'est-ce qui fait que ça a foiré? C'est le côté au début, il y a eu une hype portée par les streamers aussi énormément. Oui, complètement. Mais en fait, ce que tu disais d'ailleurs dans ton excellent papier sur le sujet, c'est que évidemment, je suis aussi là pour le SAV, tu vois. C'est que effectivement, on est aujourd'hui dans une période du jeu vidéo où on voit des jeux avoir des pics de joueurs, puis redescendre, alors plus ou moins rapidement. Palworld, ça a été encore plus vénère qu'Helldivers 2 d'ailleurs, on s'en souvient. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trouver ça honteux d'avoir plus que 80 000 joueurs. Je pense néanmoins qu'il y a aussi eu l'effet avec la mise à jour PlayStation qui finalement ne s'est pas faite sur la version PC de Helldivers 2. Donc on rappelle, en gros, il aurait fallu à un moment donné
se connecter à son compte PlayStation. Il fallait créer un compte PSN pour pouvoir jouer sur PC. Sauf que du coup, le PSN n'est pas dispo partout et donc il a été retiré d'une bonne grosse centaine de pays. Et alors, est-ce que ça a eu un impact? J'ai regardé la liste des pays, je respecte tout à fait ces pays, mais je ne pense pas que ça représente l'ensemble des joueurs. Et c'est ce qui n'explique pas forcément cette baisse. Mais effectivement, en 3 mois, pour un jeu à service de ce type-là, passer de 500 000 à 80 000, ça me paraît pas étonnant, surtout vu l'époque dans laquelle on vit. C'est désolant, hein, mais c'est comme ça. Ouais, puis après, il faut pas oublier, parce que je le disais déjà à l'époque pour des jeux comme Destiny, mais c'est vrai pour tous les jeux, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux services, mais ce qu'à l'époque on pouvait simplement appeler des MMORPG, typiquement pour Warcraft ou quoi, enfin World of Warcraft, pardon, c'est que c'est des jeux qui vont avoir des forts pics de fréquentation. À un moment, ça va se calmer, les joueurs vont se laisser, ça va redescendre, et après il y a une grosse mise à jour, un DLC, etc., une extension, poum, ça remonte, et ainsi de suite. Ça fait jamais quelque chose qui est exponentiel tout le temps vers le haut, ça finit toujours à un moment par avoir des hauts et des bas, ça fait partie du cycle de vie assez normal de ce type de jeu. Après, à voir si les développeurs en ont encore sous le coude, est-ce qu'il va y avoir une grosse mise à jour, une extension, un truc qui va arriver, qui va relancer la hype. Maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp, mais là encore, voilà, réussir à faire revenir les joueurs, c'est pas toujours facile. Il y a eu des mises à jour qui justement n'ont pas plu aux joueurs. Il y avait pas mal de bugs et justement chez Arrowhead, ils se sont presque excusés en disant ok, on est peut-être allé un peu fort sur les premiers mois à balancer plein de mises à jour, on va y aller plus mollo, de manière plus sporadique, mais de meilleure qualité. Oui. C'est aussi pas un super message envoyé, moi, je trouve. S'excuser aussi vite. Enfin, le jeu a 3 mois. Je pense que on en attend peut-être des miracles. C'est la problématique de. Alors bon, Arrowhead n'est pas, c'est pas un BioWare par exemple ou un Rocksteady, mais effectivement, en fait, on s'aperçoit que, comme d'habitude, on veut faire du jeu à service, mais on ne staffe pas les studios pour, et on pense que n'importe quel studio va pouvoir en faire. Sauf que malheureusement, un jeu à service, ça ne se développe pas de la même manière qu'un jeu solo ou même un jeu multi classique, sans grosse mise à jour tous les 2-3 mois. Donc clairement, voilà, je pense qu'Arrowhead, effectivement, ils se sont fait plaisir et c'est intéressant de voir comment ils ont réussi un peu à tourner à leur avantage ce système de mise à jour. Mais effectivement, maintenant, il est temps un petit peu de freiner et de se concentrer sur les bugs, sur les retours des joueurs, parce que ça va, ils peuvent, je pense, patienter quelques semaines supplémentaires. Je crois que c'est ce qu'ils ont annoncé, entre quelques mises à jour, parce qu'en moyenne, on le voit sur la plupart des jeux à service, il y a une grosse mise à jour tous les 3-4 mois. Donc là, ça fait à peine 3 mois que le jeu est sorti, juste ayons raison garder. Ils ont tartiné au début. Moi, sans y jouer, je suivais tout ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, les annonces, la façon dont ils allaient parler aux joueurs, etc., les prises de parole. C'était trop fort, mais moi, je me disais, mais combien de temps ils vont pouvoir tenir ce rythme en fait? Voilà, 3 mois. Voilà, finalement, la réponse, elle est vite arrivée. Mais c'est vrai que, c'est ce que disait Sylvain, c'est que mine de rien, un jeu de ce genre, il faut avoir derrière le staff, il faut avoir le studio avec l'organisation qui est pensée pour amener du contenu rapidement, mais aussi ceux qui vont produire du contenu pour le plus long terme. Il faut un milliard de trucs que peut-être le studio n'en avait pas. On rappelle que le premier jeu, quand même, à l'époque, avait eu un petit succès d'estime. Oui, c'est un petit jeu, clairement. C'est un petit jeu, Helldivers 2, quoi. Après, je pense que il y a un moment, le bateau peut-être un petit peu grand pour eux en termes de. C'est tout le paradoxe. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le Helldivers, le premier, sympa, petit succès d'estime. Pas du tout à fait le même jeu, faut pas oublier. Oui, c'est ça. Pas du tout le même style. Il était plus asymétrique, si je me souviens bien. Et finalement, on a créé une espèce de hype sur Helldivers 2 qui n'était pas proportionnelle au succès du premier. Est-ce que finalement tout le monde s'est pas emballé? Et là, on revient à un niveau, à un palier, j'ai envie de dire, qui est le leur. Est-ce que c'est pas leur palier 80 000? Alors, c'est 80 000 sur Steam, il y en a d'autres sur PS5. Est-ce que c'est pas leur palier véritable? Oui, parce que 80 000, voilà, comme je le disais, c'est pas honteux. Mais en fait, je pense que vraiment, le succès a surpris beaucoup de monde, ne serait-ce qu'au niveau de la presse. Et aussi au niveau des joueurs et surtout au niveau de Sony qui certes s'attendait peut-être à une certaine hype mais pas à ce point-là. Un jeu payant qui fonctionne aussi bien sur la durée, c'est pas donné à tout le monde, d'autant plus sur une licence exclue qu'ils n'ont pas, le type d'exclus qu'ils n'avaient pas. Sony, il ne faut pas oublier. Donc il était temps que Sony sorte un jeu à service à succès, il ne s'agit pas juste de racheter Bungie à un moment donné. Donc clairement je pense que ça les a surpris énormément, donc aujourd'hui ils essaient de capitaliser là-dessus. Le reste à savoir, c'est effectivement Sony continuera à faire confiance à Arrowhead pour continuer les mises à jour et staffer leur équipe pour faire en sorte que ça fonctionne sur la durée. On a été parfait pour faire une transition vers le sujet principal, messieurs, qui est-ce qu'Arrowhead devrait s'inspirer de Bungie et son histoire sur Destiny, qui a connu aussi des hauts et des bas, on va pas se mentir. Pourquoi on parle de Destiny? Parce que c'est l'année des 10 ans, alors ce sera 10 ans plutôt à la rentrée, soyons honnêtes, mais là sort un DLC le 4 juin qui arrive, la forme finale, Destiny 2,
messieurs, grands spécialistes que vous êtes de la licence, on va se Résumez-moi l'histoire. On va se faire un petit... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Destiny ou qui ont joué comme moi il y a 10 ans quand le jeu a été lancé et qui ont complètement oublié. Non, c'est pas vrai, j'avais pas oublié, mais j'y ai joué il y a 10 ans, c'est vrai, j'avais bien aimé, mais c'était un peu compliqué pour moi. Loïc, là c'est ton taf, là c'est ton moment de gloire. Raconte-nous. Je veux que je te résume Destiny. 10 ans d'histoire de Destiny. Je veux que tu me racontes, en fait, quel est le principe de base de Destiny. Alors, pourquoi quand il est arrivé en 2014, on s'est dit, oh, ça a l'air d'être intéressant. Déjà, les deux raisons, c'était que c'était développé par les créateurs de Halo. On faut imaginer que lorsqu'il y a les premières annonces, on sort tout juste des annonces de la semaine de la sortie de Halo Reach, qui au moment des premières annonces sur Destiny, Halo Reach avait 1 an. Bungie était vraiment encore au sommet de sa gloire à l'époque, donc un des studios les plus en vue pour tout ce qui est FPS et jeux en ligne, multijoueurs, etc. Et poussé par l'éditeur de Call of Duty. Donc rien que ça, déjà... Ils avaient un peu, rien que pour ça, forcément, il y a plein de gens qui ont tout de suite ciblé le jeu pour des raisons différentes. Moi, j'ai des potes qui étaient fans de Halo, donc du coup de Bungie, donc du coup qui sont tout de suite intéressés à Destiny. Je connais des gens qui étaient juste des fans de Call of Duty et c'est par Activision, donc ça m'intéresse aussi, machin. Donc c'est ça aussi au début qui a créé la première rampe, parce que déjà les noms qui étaient derrière étaient les deux plus grands noms du moment. Je sais qu'aujourd'hui Activision, Call of Duty c'est compliqué, mais il faut imaginer qu'à l'époque on était tout juste dans la période de Black Ops et compagnie. Ça crée quelque chose de différent quand même. Ouais, à ce moment-là, les deux ont vraiment le vent en poupe. Et lorsque je sors, finalement, on découvre... Parce que c'est vrai que pendant longtemps, même sur les présentations presse, on avait un petit peu du mal à savoir à quoi allait vraiment ressembler le jeu. Est-ce que c'est un open world ? À quoi ça va ressembler ? Et finalement, on se retrouve dans un jeu qui est très inspiré de ce que pourrait être un Diablo, par exemple, avec des zones semi-ouvertes dans lesquelles on raconte des histoires. Enfin, le studio raconte des histoires et dans lesquelles on doit tirer sur tout un tas d'aliens pour récupérer du loot, que ce soit des armes et des armures. Et voilà, ça fait 10 ans que ça dure, parce que le monde qu'ils ont, et c'est là où Bungie est très fort, c'est que le monde qu'ils ont créé est assez, alors après on n'aime pas, mais le monde qu'ils ont créé est assez passionnant. Il y a eu cette capacité quand même à se renouveler, et à modifier sensiblement, en tout cas améliorer sensiblement la formule avec certaines extensions clés. Parce qu'au début le jeu, il l'avait vendu un peu comme un MMO FPS, et on s'est rendu compte que FPS oui, mais MMO pas tant, parce que finalement MMO, RPG, FPS, c'était quand même au début, il y avait ce côté un peu, je me rappelle, un peu foutraque du truc où il y en a pour tout le monde, mais on ne sait pas vraiment pour qui. Moi, c'était c'était très beau, et puis c'est pas tant MMO que ça, parce que typiquement les raids sont à 6 joueurs, avec les joueurs de WoW à l'époque, ça les a un peu rigolés, qui avaient l'habitude de faire des raids à plusieurs dizaines de joueurs. Ça, c'est sûr. La partie sociale était réduite à peau de chagrin, et même en termes de mécanique de jeu, c'était vraiment un shooter. Oui, il y avait un peu de la magie, tu avais des pouvoirs, etc., mais en termes de ce qu'on appelle le build crafting, donc du coup de créer sa build, créer son style de jeu avec ses armes, ses armures, ses pouvoirs, etc., c'était assez limité. Et tu regardes Destiny de 2014 et le Destiny 2 aujourd'hui avec les dernières versions, etc. Mais moi, je peux passer une semaine à faire du theorycraft et à bosser une build, à essayer des trucs, parce qu'il y a tellement d'options, tellement de possibilités. Le jeu aujourd'hui est d'une richesse, que ce soit en termes de contenu, en termes d'histoire, de personnages et de gameplay, que c'est assez incomparable. Après, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des bonnes extensions, il y a eu des moins bonnes extensions, il y a eu des politiques éditoriales qui, pendant un temps, ont été assez discutées, étaient assez discutables. L'influence d'Activision, à un moment, c'est senti. Du coup, les joueurs étaient très contents lorsque Bungie et Activision se sont séparés, que Bungie a récupéré l'intégralité des droits d'édition sur Destiny, et on s'est rendu compte que en fait finalement Bungie avait bien copié sur Activision sur plein de choses. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu le sujet qu'on a abordé avant, c'est l'apprentissage, ça s'appelle. Voilà, c'est ça exactement. Il y a l'apprentissage, mais surtout c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'un jeu comme ça, s'ils veulent le faire tourner, ça coûte très cher. Faut imaginer que lorsqu'ils ont lancé les travaux sur Destiny, ils étaient environ 150 chez Bungie, donc chez Microsoft à l'époque. Alors, ils étaient très potes avec Microsoft, ça aide aussi. Officiellement, ils ont quitté Microsoft en 2007. Ils ont continué de bosser pour eux jusqu'en 2010. Il y avait bien histoire de contrat, ils ont sorti Halo Reach, ils ont sorti Halo Wars, etc. Et lorsqu'ils se sont retrouvés vraiment solo à pouvoir bosser du coup tranquillement sur Destiny, et je sais plus pourquoi je lançais. Parce qu'on parlait de l'inspiration Activision dans le développement. Au moment où ils commencent à bosser sur Destiny, ils sont entre 150 et 180. Donc c'est un beau studio, mais c'est pas non plus un gros studio. Moi, lorsque j'y étais, on était pratiquement 1000. Ah oui.
Donc, en fait, le truc, c'est que c'est une usine aujourd'hui, Bungie. C'est parce qu'il y a tellement de choses. À la fois, il y a les développements futurs qui ne concernent même pas Destiny, mais il y a surtout Destiny qui est la manne financière principale, et d'autant plus depuis que Sony a racheté Bungie, parce que ça aussi, voilà, ça a été l'une des grosses surprises lorsqu'ils se sont séparés d'Activision. Ils étaient en mode, on veut être indépendant, forger notre histoire, blablabla. Bon, forger notre histoire, elle va jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse et qu'il faut que PlayStation rajoute de la thune. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a l'histoire de Destiny, elle est vraiment à l'image de l'histoire du jeu vidéo d'une manière générale. Elle est faite de haut, de bas, de beaucoup de bas, faut aussi l'admettre. Destiny n'a pas été exceptionnel de bout en bout. C'est ce que j'allais vous demander, on va y revenir là-dessus, mais ça n'a pas été le succès fulgurant dès le début sur le 1. Non, et d'ailleurs, ça a été un succès fulgurant sur les 3 premiers jours, parce que le jeu, en fait, on a beaucoup parlé à l'époque des 500 millions de dollars qu'avait filé Activision pour travailler sur Destiny. La vérité, c'est qu'il ne serait-ce qu'avec les précommandes, les 500 millions à l'époque avaient été remboursés. Oui. Et donc, ça a quand même marché fort. Le problème, c'est que ça a marché fort un mois. Oui, et après, donc Activision, quand il a fallu faire les comptes, effectivement, ça c'est surtout sur le 2, parce que le 2, ils ont C'était pas des philanthropes. Voilà, ils ont fait faire des changements au niveau scénaristique, etc., pour rendre ça plus accessible à Call of Duty, et comme leur en vouloir en même temps. Effectivement, il y a eu une cassure entre Bungie et Activision. Après, l'histoire aujourd'hui retient que ce qu'a fait Bungie, c'est visiblement le bon choix, même si là encore, il y a eu des hauts et des bas avec, après le rachat de Sony. Il y a eu des licenciements en fin d'année dernière chez Bungie, parce que clairement, déjà, ils étaient en retard sur l'extension qui sort le 4 juin. Et puis, d'une manière générale, je pense que ça ne rapportait plus assez d'argent par rapport à l'idée que se faisait Sony de son achat initial, parce qu'ils ont quand même dépensé plusieurs milliards pour s'offrir Bungie. Donc c'est vraiment c'est super intéressant de s'intéresser à cette histoire, parce que vraiment c'est tout ce qui pose problème dans le jeu vidéo, et en même temps toutes les qualités du jeu vidéo. Tu vois, justement, alors on parle aujourd'hui, on fête les 10 ans. On en est à Destiny 2. Ouais. Quand on a vu que le 2 est sorti 3 ans après le premier, on aurait pu se dire qu'au bout de 10 ans, on serait au 3 ou au 4. Soyons honnêtes. C'était le contrat initial. C'était le contrat. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était le contrat initial. Comment ça se fait qu'on est arrivé aussi vite au 2 et que ce soit le 2 qui perdure? C'est les corrections du premier? Il y a tout un tas de raisons. Parce qu'on l'a dit. Là, je peux donner un petit peu des insights. Maintenant, tu as le droit, parce qu'on va le dire. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, l'ami Loïc Epion a travaillé chez Bungie et donc connaît quelques secrets de fabrication. En plus d'être un gros fan de la licence, il était au cœur de la matrice. Journaliste, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé sur le sujet, mais le fait est que le moteur qui a été utilisé pour créer Destiny 1 est un moteur qui a été dérivé du moteur de Halo, qui a été amélioré, pimpé dans tous les sens, etc. Donc super moteur, très bien, sauf qu'au bout d'un moment, tant pis les couches de code, tant pis les couches de code, et ça finit par donner un truc qui est lent, qui est pas du tout facile à utiliser côté développeur, du coup qui ralentit la sortie de mise à jour, qui ralentit les correctifs, qui potentiellement peut générer des bugs à tir d'arigot. On m'avait raconté une anecdote qui était assez incroyable, c'est que typiquement si vous vouliez déplacer un caillou par exemple sur le Cosmodrome, qui est une des destinations du jeu, si vous voulez déplacer une pierre, il fallait déjà une demi-heure de compilation, ne serait-ce que pour ouvrir la zone. Ah oui. Et rien que ça, tu vois, une demi-heure pour déplacer la zone, une bonne vingtaine de minutes apparemment pour que le déplacement du caillou soit enregistré, et encore après une demi-heure pour recompiler. Ça devenait impossible, donc à un moment il a fallu effectivement renouveler la technologie, donc nouvelle version du moteur de jeu, et pour ça changement total. Nouveau jeu, sans parler à côté de ça du fait qu'il y a quand même le contrat effectivement avec Activision. Ouais. Alors le contrat a été modifié un paquet de fois, je ne connais pas nécessairement toutes les modifications qui ont pu avoir lieu, mais il était typiquement question de un jeu, 3 grosses extensions, un jeu, 3 grosses extensions. On s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Non mais il y en a eu 4 sur le premier. On a eu 2 petites extensions. Voilà. Et 2 grosses extensions sachant qu'Activision mettait aussi à disposition de Bungie des studios, 2 autres studios tiers qui sont aujourd'hui sur des Call of Duty ou fermés, un des deux, avec Activision, que sais-je. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que en fait, ils ont conservé Destiny 2 comme étant vraiment le Destiny. En fait, tu vois, ça englobe le tout déjà parce que ils ont rajouté du contenu Destiny 1 dans le 2, adapté au gameplay du 2, etc. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'ils veulent terminer l'histoire parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ils veulent terminer l'histoire des ténèbres, de la lumière contre les ténèbres, sur les consoles sur lesquelles est sorti Destiny 2 à l'origine, donc PS4, Xbox One
et donc Xbox Series et PS5 et PC du coup. Il y a une nécessité à la fois de terminer l'histoire sur des plateformes sans devoir faire bouger les gens sur une plateforme concurrente, sur une plateforme next-gen, et en même temps, je pense pas qu'il y ait une envie particulière pour l'instant à ce stade d'avoir Destiny 3. Alors une envie, en tout cas, il n'y a pas un besoin particulier d'avoir un Destiny 3. Beaucoup de gens, et je pense que Sony aimerait bien, parce que ça permet de renouveler la base de joueurs, de relancer la base de joueurs aussi, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, l'un des plus gros ennemis de Destiny, c'est le renouvellement de sa base de joueurs. C'est ce que j'allais vous dire, parce que Destiny, donc, on en a parlé au moment du 2, alors on parlait tout à l'heure d'Helldivers qui était parti très fort dès le début. Destiny 2, quand il sort, on arrive au bout de quelques jours à 1 million de joueurs en simultané, ce qui est quand même assez énorme. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Destiny, c'est un jeu qui a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qui a une énorme hype et d'attente. Aujourd'hui, est-ce qu'on considère que c'est un jeu de niche ? Non, il y a trop de joueurs. Parce que là, effectivement, tu dis que les nombres de joueurs ont bougé. La vérité, c'est que peut-être qu'il n'est pas top 5, mais en fait, depuis Destiny 2, depuis qu'il est sur PC, Xbox et PlayStation, donc avec Destiny 2, en fait, la vérité, c'est que même s'il n'est pas nécessairement dans le top 1 tout le temps, ce qui lui arrive dans le top 3, lorsqu'il y a une grosse extension qui sort, il va y être pendant quelques jours. En fait, le reste du temps, il est dans le top 10, dans le top 20. Et ce non-stop depuis des années, en fait. Chaque année, sur Steam, c'est l'un des 3 jeux les plus rentables de Steam. Ouais, et puis c'est le jeu le plus streamé à chaque fois qu'il y a un gros truc qui sort, etc. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'il y a une forte communauté très américaine. Très américaine. Faut aussi le dire. C'est peu européen. Anglo-saxon. Voilà. En Europe, on a des... Parce que donc, du coup, là, encore, petit insight, où je peux en parler vu que j'ai connu, on a quand même des grosses bases de joueurs en Europe, que ce soit sur des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre. C'est moins vrai en France, mais on avait des nombres de joueurs qui étaient très honorable, on va dire, pour pas rentrer plus dans les détails, que ce soit sur la France ou des pays comme l'Espagne ou l'Italie, par exemple. On a des communautés aussi qui sont peut-être plus rédites qu'aux États-Unis, mais qui sont extrêmement engagés, qui produisent en termes de contenu sur YouTube ou sur Twitch, qui produisent des émissions, des vidéos qui sont vraiment de très bonne facture, parce qu'en fait c'est ça, il y a des communautés qui sont passionnées, et tant que tu as une communauté de passionnés comme ça, en fait le jeu continue de vivre, parce que tu as des nouveaux joueurs qui arrivent, ils sont peut-être potentiellement un peu perdus, mais ils ont tout de suite cet accueil, parce que la communauté Destiny, comme plein de communautés de ce genre, est quand même assez accueillante avec les nouveaux venus, où tu vas avoir accès à tout un tas de contenus, de vidéos, etc., de gens qui vont t'expliquer les bases du jeu, qui vont t'expliquer l'histoire, qui vont t'expliquer, tiens, t'arrives dans le jeu, quelles sont les meilleures armes qu'il me faut tout de suite, ou tiens, t'arrives dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses tout de suite là dans le jeu, les histoires, les machins. Donc du coup, tant que t'as ça, en fait, t'as une espèce la communauté, en fait, est un espèce de moteur, en fait, autour desquels il peut continuer à se passer des choses. Les jours où effectivement les créateurs de contenu finissent par se barrer, ce qui est arrivé d'ailleurs à un moment, et ça s'est senti d'ailleurs sur le jeu, là ils pourront s'inquiéter, mais quand tu vois la façon dont les gens réagissent là sur les dernières annonces sur la forme finale, je suis pas trop inquiet. Globalement, ça a l'air effectivement d'être. Justement, est-ce que la communauté, c'est la clé du succès de Destiny ? Parce que est-ce qu'on considère que c'est un jeu service ? C'est pas le succès, c'est la clé de la survie de Destiny. Parce qu'il y a eu effectivement, comme on disait, beaucoup de bas. Et s'il n'y avait pas eu cette communauté, je pense que Destiny ne serait pas forcément plus de ce monde, mais en tout cas n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Je pense que Bungie doit, et on le voit dans la forme finale et dans ce qu'ils ont annoncé, ça sera, on va dire, un melting pot de tout ce qu'on a vu précédemment dans Destiny. C'est une lettre d'amour aux fans. C'est un peu, je me couette parce que j'ai mis ça dans un de mes tests de jeux2.com sur Destiny pour te dire, mais le truc c'est que clairement là on a vraiment un pas en avant. On veut célébrer 10 ans de jeu à travers cette extension, avec des décors qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu. Il y a plein de rappels à des endroits emblématiques, etc. Et clairement, de toute façon, Bungie, je pense qu'ils le savent, sans cette communauté, ils ne sont rien, et c'est hyper important. Je pense que si cette communauté avait décidé d'arrêter, de ne plus leur faire confiance, Bungie, en fait, probablement, il y a ce risque que Bungie aurait pu fermer ses portes. Donc il faut qu'ils la célèbrent, cette communauté, ils le font depuis 1 an, 2 ans, un peu plus quand même. Ça se voit. Et sans elle, voilà. Après la forme finale, oui, il y aura des nouveaux ennemis, il y aura des nouvelles subclasses. C'est une extension qui a vraisemblablement nécessité des mois de développement supplémentaires, avec, je l'espère en tout cas, un contenu un petit peu plus passionnant et conséquent que l'extension précédente, parce que c'est la dernière extension. En tout cas, c'est comme ça qu'ils c'est comme ça qu'ils le vendent, parce qu'il y aura des saisons ensuite, pas des saisons, des épisodes. Mais en tout cas, l'histoire s'arrête à l'issue du raid. L'histoire principale qui est là depuis 10 ans. Donc il ne faut pas qu'il se loupe, voilà. Il faut pas qu'il se loupe, il faut pas qu'il mente aux joueurs, il faut pas qu'il ça fait 10 ans qu'ils dépensent beaucoup d'argent, les joueurs, là ça y est, il est temps de rendre la monnaie de leur pièce. C'est ça. Est-ce que c'est le jeu service, l'exemple du jeu service qui fonctionne ?
Oui, parce que je pense que c'est assez représentatif du jeu service, c'est qu'il y a des hauts qui peuvent être très hauts, il y a des bas qui peuvent être très bas, il y a des périodes moyennes, on va dire. Mais oui, c'est l'exemple type, parce que c'est un peu lui aussi qui a lancé la mode, entre guillemets, des jeux service, comme à l'époque, à un moment, Halo a lui aussi lancé la mode sur console, en tout cas, des shooters en ligne, où tous les éditeurs voulaient leur Halo Killer. Là, tout un tas d'éditeurs ont voulu leur Destiny Killer, avec ça a pu prendre 1 milliard de formules différentes, alors des trucs qui ressemblaient beaucoup à Destiny, comme toi, les The Division typiquement, qui reprenaient beaucoup, mais ça a pu être des jeux tout à fait différents. On a vu Assassin's Creed à un moment adopter le modèle jeu service aussi. Après, tous les développeurs, tous les studios en ont fait. Voilà. Ouais, c'est un peu, mais comme tu l'as dit toi-même, ça permet de ramener des sous aussi. Quand ça fonctionne. On en parlait dans Multijoueur, Suicide Squad. Voilà. Anthem est probablement le meilleur exemple du jeu à service qui s'est complètement raté sur toute la ligne, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Non, Destiny, je sais pas, c'est ce qu'il faut faire, et en tout cas il faut s'en inspirer et faire en sorte d'avoir des équipes qui soient faites pour le jeu à service. Tu mets pas des développeurs de RPG solo sur un jeu à service en disant non mais tout va fonctionner, ça va bien se passer. Puis il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, qui est important côté développeur, c'est que voilà, justement il faut des équipes, et donc des équipes qui sont prêtes mentalement, psychologiquement à se dire je vais chez ce studio, je vais bosser sur le même jeu pour les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 années à venir. Mais de rien, il faut être solide, parce qu'un développeur, c'est quand même un créatif, il aime quand même se renouveler, faire des choses différentes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui viennent bosser chez Bungie, c'est parce que c'est des joueurs, c'est des développeurs qui sont des joueurs de Destiny, qui sont passionnés par Destiny. Et puis il faut un éditeur qui soutienne, qui accepte qu'il y ait des hauts et des bas. Sans ça, c'est fini, les jeux à service ne peuvent pas évoluer. On parlait de Bungie qui appartient maintenant à PlayStation, ils ont une liberté totale quand même. Ouais, tu sens quand même que PlayStation, avec les licenciements, a quand même à un moment donné repris la main. Par rapport à d'autres studios, ils ont une certaine liberté. Je pense que ils donnent leur avis sur les jeux de Sony. C'est pour ça que le jeu de Naughty Dog, le fameux jeu multijoueur The Last of Us, a été annulé, puisque effectivement Bungie a jeté un œil dessus. Ils se sont dit non, ça fonctionnera pas. Effectivement, ils ont un droit de parole. En même temps, quand tu as été acheté plusieurs milliards, je pense que tu peux te permettre de donner ton avis sur les produits français. Voilà. Ouais, ou pas. Ou peut-être que tu mets des milliards pour... Bon, en tout cas, si ces messieurs vous ont donné envie de rattraper 10 ans de retard sur Destiny avant le DLC, dépêchez-vous, ça sort le 4 juin, le DLC, la forme finale, avec du contenu aussi qui a été ajouté, qui s'appelle Into the Light en anglais. Tout à fait. Dans la lumière. Dans la lumière, ouais. C'était du contenu temporaire. Ouais. Bah, dépêchez-vous. Alors, il y a une partie du contenu qui va rester, mais il y a une partie du contenu le plus intéressant aussi qui va disparaître. Mais il y a plein de choses très bien là. Si vous avez envie de vous mettre à Destiny avant la sortie de la forme finale, vite, parce que c'est la semaine prochaine. C'est ça. Dépêchez-vous. C'est lundi là. C'est ça. Il y a dans ce mode de jeu, il y a parmi les meilleures armes du jeu à looter. Donc ça vous permet de partir avec un équipement vraiment costaud et de rouler sur pas mal de gens. Vous avez 3 jours pour faire tout ça. C'est ça. Bon courage. Alors on arrive au bout de cette émission, mais je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour faire un à quoi on joue, parce que je vais donner la parole à Loïc surtout. Je m'octroie le dépassement pour une magnifique histoire. Vous allez voir. Parce que chaque semaine, il faut savoir que je demande à mes invités s'ils veulent parler d'un jeu un peu coup de cœur. Ça peut être un jeu récent, souvent on parle de sorties récentes. Moi, j'allais vous parler de Paper Mario des 20 ans, mais c'est pas très grave. Mais surtout, Loïc, je veux qu'il me raconte pourquoi il s'est remis dans les Tortues Ninja. Ouais, alors j'adore les Tortues Ninja, soyons d'accord, mais l'année dernière était sorti du coup le Tortue Ninja Shredder's Revenge, qui est un beat'em all qui est très inspiré de ce qui avait été fait sur Super Nintendo à l'époque avec les Turtles in Time, qui est un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Lorsque le jeu est sorti, je l'ai sauté dessus, je l'ai adoré, il est trop bien. Franchement, les développeurs ont tout compris, bravo. C'est Dotemu, je crois, qui était derrière. C'était Dotemu qui était l'éditeur, le studio. C'est Lizard quelque chose, je ne me rappelle plus le nom du studio, je suis désolé. Qui avait refait ça. Donc du coup vraiment super boulot, et il se trouve que la dernière fois en fouillant mon catalogue de jeux pour retrouver je sais plus quoi, mon fils était assis à côté de moi. Alors mon fils a 4 ans, je fais globalement attention à ce qu'il voit à la télé, même s'il lui arrive de voir son papa jouer à Destiny. Destiny, on fait attention, mais il va me voir jouer à Forza, il va me voir jouer à des jeux d'avion, ce genre de trucs. Bon, et là il a vu Tortue Ninja, et bon, mon fils s'appelle Raphaël. c'est pas complètement étranger au fait qu'il y a une tortue qui s'appelle comme ça, mais il adore les Tortues Ninja, et là il a tout de suite reconnu le petit picto à l'écran, et donc du coup il m'a demandé ce que c'était. Il dit je veux voir machin, etc. Donc j'ai lancé le jeu, et en fait je me suis dit mais en fait c'est un jeu qui est assez chill en termes de contrôle, c'est simple, je suis file une manette et je vais voir.
alors qu'il n'a jamais touché une manette, hein, ou alors une fois vite fait à Forza pour rigoler, mais voilà. Et en fait, on s'est fait, je sais pas, le premier tiers du jeu comme ça. Tranquille. Tous les deux, j'étais hyper fier parce que je me suis rendu compte que les déplacements, je pensais qu'il allait avoir du mal, le haut, le bas, gauche et droite, etc. Il s'en est super bien sorti. Il a du mal à comprendre que pour multiplier les coups, il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton quand même. Ça viendra. Mais ça viendra, mais c'était juste trop mignon. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le jeu vidéo, il s'en foutait un petit peu parce que je veux dire, ça fait partie de son décorum, hein, à la maison. Donc c'est pas quelque chose de vraiment exceptionnel. Il s'en fout un peu. Là, régulièrement, lorsqu'il me voit lancer la console, il me dit papa, et Tortue Ninja. Donc voilà la reco familiale de la semaine. Du coup, voilà, on a notre jeu. Voilà. Il jouait déjà un peu à Mario Kart 8 sur Switch. On y jouait un petit peu de temps en temps et ça lui arrivait de demander. Mais là, les Tortues Ninja, je crois qu'il a trouvé son Destiny à lui. Vu la qualité du jeu, je trouve que ça fait une chouette entrée dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà, la reco familiale de la semaine. C'est beau. Pour Epion, c'est donc Shredder's Revenge, les Tortues Ninja, qui est sur console. Qui est sur toutes les consoles, qui est sur Switch, Steam. Voilà. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jouer. Eh bien, Sylvain et moi, vous irez nous lire sur Tech & Co pour connaître nos recos de la semaine. Il y a du Genshin Impact, hein, je vous le dis tout de suite. Chez Sylvain, c'est pas une surprise, c'est Destiny ou Genshin Impact. Non, il y a des Wuthering Waves. C'est vrai, voilà. Merci, messieurs, d'être revenus dans cette émission. Loïc. Mais ce fut un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Pour parler de Destiny en plus, incroyable. Voilà. Sylvain, on se revoit dans 3 minutes. Ouais. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ou regardé d'ailleurs ce nouvel épisode de Multijoueur. Vous pouvez le retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et évidemment sur YouTube. Et sinon en podcast dans toutes les bonnes crèmeries. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du début du mois de juin qui va être sacrément costaud because le Summer Game Fest est en approche. En attendant, jouez bien et à très vite.